Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette session, cette première masterclass qui a été organisée par Je m'engage pour l'Afrique. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Louisa Batiwi. Je suis chargée de mission pour Je m'engage pour l'Afrique, qui est donc un incubateur de politique publique qui accompagne la participation citoyenne des jeunes en Afrique. Et donc, nous les accompagnons par le biais de formations, de programmes de plaidoyer et de différentes offres. Et nous avons organisé donc cette masterclass en partenariat avec Corail. Donc, on a Gemila qui est présente. Et ce programme est donc financé par la Fondation Afrique-Europe. Et cette première masterclass est donc la première activité d'un projet auquel JMA et Corail ont, ont soumis ce projet. Et donc, on aura une deuxième masterclass la semaine prochaine. Donc, vous êtes bien sûr invités à nous rejoindre, sur laquelle on souhaiterait faire remonter 10 bonnes pratiques pour préserver les océans. Et on aura donc une troisième activité de terrain à Madagascar que Gemila organisera, où 50 Beach Boys seront donc formés aux bonnes pratiques pour préserver le littoral de Madagascar. Voilà, donc merci beaucoup de nous rejoindre pour cette première masterclass intitulée Engager les jeunes et explorer l'innovation pour la protection des océans. Donc on a deux intervenantes et qui nous font le plaisir aujourd'hui de partager leur expérience et leur expertise. On attend aussi un mot d'introduction de Mathilde Diouf qui devrait nous rejoindre. Ileana, tu es en contact avec elle? Ouais, alors l'élu est à l'étranger, donc elle a un peu de mal à se connecter. Peut-être qu'on peut commencer un peu la session, vu qu'on est quand même une vingtaine là déjà connectés. Et puis quand elle arrive, elle pourra peut-être aussi prendre le cours des échanges si Virginie, qui nous fait l'honneur d'être là, accepte. Comme ça peut être peut-être un petit dialogue à trois. Comme ça, on commence et puis elle nous rejoint. Merci beaucoup à tous d'être là. Voilà, donc on va avoir deux sessions d'interview. La première avec Virginie Tassin, avocate de la mer, et une deuxième avec Mei Lui, qui est experte de l'économie bleue et de tout ce qui est technologie spatiale. Euh, voilà, donc si vous avez des questions, on s'est dit que le plus simple, ce serait que vous les écriviez dans le chat. Et puis, Jemila et Ilia sur la deuxième session prendront vos questions au fil de l'interview. Voilà, donc on a planifié donc une première interview jusqu'à 19h30, puis une deuxième jusqu'à 20h30. Voilà. Jemila, je te laisse la parole. Je vous laisse aussi vous présenter et débuter cette session. Ça marche. Merci beaucoup, Louisa. Bonjour à tous et à toutes. Très, très heureuse de rejoindre cette conférence, cette masterclass aujourd'hui. Et surtout, Là, je vais ranger mes affaires, là, je vais me réveiller. Ok, bah, je te laisse faire. Est-ce que vous pouvez juste, Ça marche. est-ce que vous pouvez juste À vous mettre en bientôt. mute, s'il vous plaît? Laurette, je crois et je pense que si tu es admin de la ouais. session, tu peux muter. C'est pas très démocratique, mais ça a le mérite au moins d'être efficace. Merci. Donc oui, je reprenais en disant tout simplement que j'étais vraiment ravie de cette masterclass, très heureuse du fait qu'on ait pu l'organiser, parce que l'engagement de toutes les générations, hein, mais en particulier des jeunes générations pour l'océan, ça me concerne complètement. Donc rapidement, je m'appelle Jemila, je suis la fondatrice de Corail. On est une start-up qui est née il y a un an maintenant, et notre mission, c'est d'engager les entreprises dans la régénération des écosystèmes marins. C'est des mots un peu compliqués pour dire tout simplement qu'on replante du corail, de la mangrove dans le littoral malgache pour l'instant, mais africain en général, j'espère, dans les prochaines années. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer Virginie.
Virginie, d'abord, avant de vous laisser vous présenter vous-même, parce que je pense que c'est toujours plus intéressant, je tenais juste à dire que j'étais très intriguée quand je vous ai rencontré la première fois, parce que je me suis dit, avocate de la mer, j'avais jamais entendu. Et du coup, j'étais curieuse, je suis allée regarder, et j'ai vu qu'il y a même un tribunal de la mer, et je suis convaincue qu'on va apprendre plein de choses pendant ces petites 40 minutes qu'on a devant nous. Et donc, je vous laisse vous présenter rapidement peut-être devant l'auditoire avant de rentrer dans les questions. Avec plaisir, merci beaucoup Jémila, merci beaucoup à tous, à Corail, à Je m'engage pour l'Afrique, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je regrette juste de ne pas pouvoir vous rencontrer en personne parce que par ordinateur, c'est jamais la même chose, mais en tout cas, c'est une belle occasion de discuter en fait du sujet de la mer et puis de tout ce qui est des concepts de durabilité. Alors pour me présenter, je suis avocate, j'arrive à parler d'une façon qui ne fait pas peur aux gens, donc il ne faut pas avoir peur d'un avocat qui est ici. J'ai fait des études assez classiques de droit à la Sorbonne à Paris. Après, je suis partie m'expatrier. Tout de suite après mes études, j'ai habité et travaillé au Vietnam, à Saigon. Après, j'étais en Australie, à Sydney, à Melbourne, et j'ai eu en fait une prise de conscience. J'étais spécialisée en droit international, et parce que j'aimais voyager et que je voulais pouvoir habiter partout sur la planète sans avoir à choisir une ville particulière en me disant que c'était seulement cet endroit où je pouvais travailler. Et puis, j'étais plus spécialisée en investissement, en commerce, en banque, tout ce qui était régulation internationale. Et je me suis rendu compte que dans la pratique, ça m'intéressait pas trop. Et j'ai eu une grosse remise en question quand j'étais dans un endroit magnifique en Australie, en me disant que j'arrivais plus à me réveiller le matin en étant motivée. Et donc, j'ai décidé, en fait, à ce moment-là, de reconnecter ce que j'aimais, la mer, parce que je suis une très grande passionnée de la mer, sportive de la mer aussi, à mon métier. Et donc, pour pouvoir rentrer dans une niche qui n'existe quasiment pas dans la pratique, qui est le droit de la mer, donc c'est normal que personne ne sache qu'on peut être avocat de la mer, j'ai décidé de faire un doctorat. Et j'ai fait un doctorat un peu bizarre, un double doctorat entre la France et l'Australie. J'ai monté un accord. J'étais basée en Australie principalement, je faisais des allers-retours. Et puis en fait, après ce doctorat, j'ai eu la chance extraordinaire d'intégrer ce fameux tribunal dont vous parliez, le Tribunal international du droit de la mer. J'ai travaillé là-bas 2 ans. C'est une des grandes cours internationales qui est principalement réservée aux conflits entre États. Et c'est, contrairement au tribunal de La Haye, que tout le monde connaît, ça c'est un tribunal qui est à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, qui est vraiment spécialisé sur tout ce qui est mer. Conflits interétatiques, mer, donc ça peut être les frontières maritimes, la pêche illégale, l'arrestation de navires, le vol d'objets archéologiques dans les fonds marins. Enfin bon, il y a plein de choses, il y a plein de choses très variées. Et puis, suite à cette expérience, j'ai malheureusement pas pu rester parce que j'étais en remplacement d'un quota asiatique. Donc, je n'étais pas asiatique. Je ne pouvais pas rester. À l'ONU, les quotas sont très importants pour promouvoir la diversité. Et donc, voilà, on avait fait appel à moi pour 2 très grandes affaires qui étaient pile dans mon expertise, dans mon doctorat. Et puis après, j'ai dû partir. Et quand je suis partie, en fait, je me suis rendu compte que le monde du droit international et du droit de la mer était vraiment, on va dire, obnubilé par tout ce qui est règlement des différends, par les conflits. Et ils ne voyaient pas du tout cette vision de l'océan un peu globalisé avec beaucoup d'acteurs qui ne sont pas les États, où il y a des entreprises, il y a des gens, il y a des cultures, il y a des coutumes. Et je suis quelqu'un de très curieux qui aime beaucoup l'humain et la culture. Et bon, je venais de commerce, évidemment, et de finance. Donc j'ai voulu réconcilier tout ça. Et donc, en quelque sorte, j'ai créé mon job. Donc j'ai développé une pratique du droit international qui n'existait pas du tout. Et pour pouvoir le faire, en France, on est obligé d'être avocat pour donner des conseils juridiques. Donc, après toutes ces expériences de dingue à l'étranger, j'ai refait l'école du barreau à Paris, redevenue stagiaire. J'ai eu plein de casquettes différentes pour me faire passer un peu la pilule parce que c'était un peu dur. Et puis, juste à la fin de l'école du barreau, j'ai monté mon cabinet. Ça fait un peu plus de 7 ans que j'ai mon propre cabinet d'avocat
qui est spécialisée dans tout ce qui est activité et utilisation des ressources marines. Donc, c'est la gestion de l'espace marin, les activités en mer et puis l'utilisation de tout ce qui est espèces marines. Donc, ça peut être par exemple pour la cosmétique ou pour les pharmaceutiques. Et j'adore ce que je fais. J'ai touché beaucoup à beaucoup de secteurs différents. Je travaille, par exemple, à la fois pour la restauration, le shipping, les pêcheurs, mais aussi tout ce qui est, par exemple, domaine spatial aussi, tout ce qui est observation des océans, coopération en termes de pêcherie quand il y a des conflits entre les États. Donc, c'est très varié. Et en plus de cette activité-là principale, j'ai d'autres casquettes parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses. Donc, voilà pour une longue présentation. Longue mais non moins intéressante. D'ailleurs, vous avez anticipé quelques-unes de mes questions, mais c'est intéressant parce que justement, ça nous donne la richesse des métiers qu'on peut trouver autour de l'océan. D'une part, parce que vous avez cité beaucoup de secteurs qui en fait ont un impact sur l'océan, mais aussi le fait qu'il y ait plusieurs métiers, notamment bah, vous, c'est vers la voie juridique que vous êtes entré dans cette protection, valorisation aussi de l'océan. Parce que en fait, trop souvent, je pense que je peux vous partager ça, on oublie que en fait, sous la mer, il y a plein de choses, il y a toute une vie, parce qu'on la voit moins que ce qu'on voit sur Terre, qui est à la portée de nos yeux. Et justement, je pense que ce qui peut intéresser aussi ben, les jeunes qu'on a envie d'engager aujourd'hui et qui sont présents dans cette masterclass, c'est de comprendre finalement bah, qu'est-ce que c'est tout cet écosystème, parce qu'il y a plein de mots-clés, il y a plein d'événements aussi qui commencent à grandir. Et donc, je vous propose peut-être de démarrer en nous apportant une première définition, peut-être la vôtre, de ce que c'est que l'économie bleue, ou en tout cas tout cet écosystème économique qui tourne autour de la mer. Si vous pouvez peut-être déjà apporter un peu voilà, ces bases de définition importantes pour comprendre bah, comment est-ce qu'on peut aussi apporter sa pierre à l'édifice marin. Donc peut-être déjà cet axe sur l'économie bleue. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée, surtout qu'on voit le terme économie bleue absolument partout. Donc, je pense que c'est important de pouvoir demander à plusieurs professionnels on va dire, de secteurs différents ou de pratiques différentes ce qu'ils en pensent. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord sur ce que ça veut dire. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur, on va dire, l'océan, le concept d'économie bleue n'existait pas. Moi, je me suis spécialisée dans l'océan en 2006. C'était vraiment avant le concept d'économie bleue. Et en fait, ce concept est arrivé, je l'ai vu évoluer dans ma pratique et je me pose, pour être honnête, encore beaucoup de questions vis-à-vis de ce que c'est, son contenu et sa mise en œuvre. Alors, en gros, le concept de l'économie bleue, en tout cas, moi, c'est la façon dont je l'ai vu apparaître, il a été lié au tout début à la notion de développement durable. Et donc, on voulait dire, en gros, qu'il fallait que les activités maritimes qui existaient déjà énormément, hein, je veux dire, le shipping existe depuis des siècles, le pétrole, le gaz, je veux dire, il y a énormément d'activités, même de recherche scientifique marine, il y a beaucoup de choses qui existent, mais il fallait que ces activités et que, en quelque sorte, l'argent qui était généré par ces activités puisse avoir un impact positif sur pas seulement l'économie, mais l'environnement et tout ce qui est social, humain, culturel, spirituel. Et du coup, en fait, ce concept d'économie bleue n'était pas du tout pour désigner le secteur maritime. Maintenant, il faut faire attention, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour dire que c'est le secteur maritime, ce qui n'a absolument rien à voir. Le secteur maritime est une chose, l'économie bleue, c'est un peu la crème de la crème pour certains acteurs qui sont vraiment capables d'avoir un impact positif à travers euh, l'argent qu'ils génèrent sur l'environnement et le social. Et en fait, le souci, c'est que ce concept, en fait, moi, c'est ce que je pense, hein, il a été beaucoup accaparé par les politiques pour mettre économie bleue partout, pour dire que tout le monde fait des trucs durables, alors qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui font des choses vraiment durables.
Et, et, et donc, en quelque sorte, quand on utilise ce concept-là, il faut vraiment savoir baliser et le remettre dans un contexte. C'est-à-dire, est-ce que un secteur fait partie de l'économie bleue en soi? Non. Est-ce que certains acteurs font partie de l'économie bleue? Oui, parce qu'ils peuvent prouver qu'ils ont un impact positif. Mais c'est pas parce qu'ils disent qu'ils mettent, qu'ils créent des aires marines protégées ou que ils mettent en avant des postes féminins dans leurs entreprises qui font partie de l'économie bleue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de concepts de développement durable qui sont maintenant devenus des obligations juridiques. Vous voyez, par exemple, la protection des femmes, la non-discrimination, c'est une obligation. C'est pas parce qu'on est la crème de la crème. Euh, le fait de ne pas, par exemple, endommager l'environnement marin, c'est une obligation à la base, hein, c'est pas la crème de la crème. Donc pour moi, l'économie bleue, et c'est ce que je dis souvent à mes clients, si vous voulez vraiment vous revendiquer au sein de l'économie bleue, il faut que vous montriez que vous fassiez les choses différemment que les autres, c'est-à-dire mieux que ce qui est déjà demandé. Au-delà de ce qu'on appelle la compliance, au-delà des critères de base. Et le problème, c'est que, on va dire, les médias et les politiques ne font pas du tout cette distinction. Et donc, on voit économie bleue partout maintenant. Et donc, tout le monde fait de l'économie bleue. Et ça a complètement effacé, en fait, à la base, le secteur maritime ou l'économie maritime. C'est ma vision un peu spéciale de juriste. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y a beaucoup de greenwashing et ce qu'on appelle de bluewashing. C'est parce que tout le monde veut être dans ces concepts de durabilité alors qu'ils ne le sont pas nécessairement. Oui, c'est très intéressant de prendre ce contre-pied et puis de remettre le contexte, hein, et de dire que, enfin, de la même manière, on entend beaucoup greenwashing, un peu moins bluewashing parce que justement, c'est pareil, on s'intéresse à l'océan que depuis quelques années, à l'échelle mondiale, j'entends, hein, pas des passionnés comme vous, par exemple, ni comme moi, mais effectivement, en fait, cette notion de distinguer l'économie bleue comme une notion de vert, il y a l'idée de vertu, en fait, finalement, dans Bien sûr, l'économie bleue. Alors que maintenant, effectivement, on dit blue economy dès lors que, il y a quelque chose de bleu limite dans votre logo, quoi. On a presque envie de dire. c'est ça. Et du coup, moi, ça m'intéresse de creuser sur la partie obligataire, juridique, puisque déjà, c'est votre domaine, mais aussi c'est ce qui va guider l'action de personnes qui... Enfin, comment dire, je reprends mon idée. En fait, on a d'un côté les entreprises et les activités humaines qui ont eu cet impact négatif sur nos océans. On n'a pas besoin de prendre d'exemples très loin, ne serait-ce que la lessive qu'on a dans notre maison a un impact sur l'océan. Et d'un autre côté, on a ces volontaires passionnés qui ont envie de protéger leur océan. Comment est-ce qu'on fait, grâce à la voie juridique, pour donner une possibilité faire la connexion en fait entre ces deux acteurs et donner la possibilité du coup aux volontaires comme nous, comme vous, d'agir parce que les obligations, ça force plus facilement à l'action que la volonté. Donc ça m'intéresse de creuser un peu là-dessus par rapport à vos connaissances sur voilà, la loi de la mer, si j'ai envie de dire. Ouais. Ah, c'est une très bonne question et c'est une question qui est aussi complexe parce qu'en fait, on a créé, je veux dire, l'humain, parce que c'est l'humain qui a créé le droit, on a créé un système qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est un système des poupées russes où tout s'emboîte, vous voyez, tout est complémentaire, mais à une échelle différente. Donc on a l'échelle parfois qui peut être locale quand il y a des coutumes traditionnelles, par exemple, de certaines communautés. Il peut y avoir des coutumes régionales, il peut y avoir au-dessus, on va dire, la grande maison de l'État, vous voyez, par exemple, en France ou en Côte d'Ivoire ou en Indonésie. Et puis après, il y a la région où parfois il y a des lois encore différentes. Par exemple, l'Union européenne a des lois spécifiques, donc ça s'imbrique au-dessus de toutes ces catégories. Et au-dessus de ces différentes boîtes, on a le droit international. Et le droit international superpose, en fait, chapeaute tout, mais il n'est pas extrêmement précis, c'est-à-dire qu'il donne les grands principes. Et en gros, c'est les États qui ont décidé de structurer la société comme ça. Et ils ont décidé de créer le droit international
pour donner des grands principes, pour être sûr que tout le monde respecte à peu près les mêmes choses. Et donc après, c'est chacun dans sa région et sa maison, en quelque sorte, dans son état, qui va transposer et donner une couleur ou une spécificité différente en fonction des priorités, par exemple. Ce qui est très intéressant avec, je pense qu'il y a encore quelqu'un qui a le micro, ouais. Ce qui est très intéressant en fait avec le droit, c'est qu'on peut intervenir à plein de niveaux différents. L'intervention très classique, ce qui est l'intervention des avocats classiques, c'est les avocats nationaux. Donc vous allez voir quelqu'un qui fait du droit français ou du droit allemand, du droit indonésien ou du droit de Côte d'Ivoire. Euh, Moi, je me suis spécialisée dans le chapeau du dessus, dans ce qui est international et régional, parce que ça permet de donner du contexte et des perspectives à tous les acteurs qui font partie d'un même secteur, qui est le secteur océan, et qui rencontrent les mêmes difficultés, mais avec des spécificités différentes. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, ce qui a guidé en fait mon idée de créer ce cabinet, c'était que les acteurs, à part par exemple le shipping et la navigation, où ils avaient pléthora d'avocats en droit maritime. Le maritime, c'est tout ce qui est surface, transport, navigation, assurance. Bah, les autres, en fait, il y en avait très peu qui avaient accès à des avocats spécialisés. Alors, avocats, parce que on a des règles de confidentialité et d'absence de conflit d'intérêt, donc c'est pour ça qu'on est avocat. Mais en fait, ils n'avaient pas accès à ce type d'aide pour savoir comment orienter leurs activités, comment orienter leurs services et produits, et comment se positionner en fait avec quelque chose qui est innovateur. C'est-à-dire comment faire différent des autres dans tout ce secteur océan. Et ce que j'ai découvert, et c'est le conseil aussi que je donnerais aux jeunes, moi c'est vraiment à travers on va dire la lentille juridique, mais dans tout secteur, il peut y avoir de l'innovation. En droit, on est des gens qui sont extrêmement traditionnels et très poussiéreux. Et c'est très difficile d'avoir de l'innovation en droit parce que tout le monde fait toujours pareil. On va toujours dans les mêmes cabinets qui font la même chose, les mêmes services, avec la même obsession pour le règlement des différends. Mais en réalité, il y a énormément de choses à créer pour pouvoir aider tous les acteurs. Et moi, c'était vraiment ça mon idée. Et du coup, ce que j'ai fait à travers le droit, c'est que je suis pas là pour aider, par exemple, une ONG, une fondation, une start-up ou une organisation internationale quand elle est en conflit avec un autre ou qu'elle se fait poursuivre en justice. Je suis là pour les aider au tout début de la création et de la gestion de projet jusqu'au déploiement pour être sûr que ce qu'ils font, c'est sûr de pouvoir être déployé et être parfaitement positionné pas seulement maintenant, mais les 5 et 10 ans à venir. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le droit de l'océan, en quelque sorte, est lié à plein d'autres boîtes de droit. Donc, il y a la biodiversité, il y a le shipping, il y a la navigation, il y a l'observation, il y a des trucs très spécifiques sur la propriété intellectuelle. Et donc, toutes ces petites boîtes, en fait, sont en synergie les unes avec les autres. C'est absolument impossible pour les acteurs privés de pouvoir savoir quoi faire et comment se positionner. Et donc, moi, je suis là, j'arrive en tant qu'experte, je suis comme une experte océan du droit, qui est là pour aider n'importe quel type d'acteur qui souhaite vérifier que ses produits, ses services sont innovants, soient conformes par rapport aux règles, pas seulement au jour d'aujourd'hui, mais aussi dans 5 ans. C'est-à-dire que quand vous voulez développer des bioplastiques, eh ben, vous avez une super idée de bioplastique, mais est-ce que vous allez vraiment pouvoir commercialiser? Est-ce que vous avez des standards de bioplastique qui vous disent que vous pouvez commercialiser maintenant? Non. Ça veut dire que vous devez comprendre comment le droit évolue et que votre idée de commercialisation doit avoir certains types de scénarios pour pouvoir s'adapter au fil du temps. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est un service que j'ai développé, mais c'est un exemple d'innovation, en fait. Il y a énormément de choses dans énormément de secteurs qui ont besoin vraiment d'experts dans des niches particulières pour pouvoir vraiment contribuer. Et mon plus grand conseil vis-à-vis des jeunes, c'est pas nécessairement de se dire, OK, on va faire de la com, on va faire de la politique, on va monter, on va devenir activiste, parce qu'en fait, c'est pas forcément ça qui a le plus d'impact. Ce qui a le plus d'impact, c'est d'aider vraiment les acteurs, donc de l'économie bleue, mais pas que, les communautés locales, pour comprendre vraiment de façon avec une expertise particulière, quel est leur impact et comment les aider au mieux à réaliser cet impact.
pas en signant des pétitions. Je crois pas au pouvoir des pétitions, excusez-moi, mais je pense que ce sont des beaux engagements, on va dire publics, mais c'est pas ça qui fait bouger les choses. Les acteurs politiques, quand ils veulent écouter les pétitions, c'est parce qu'ils ont d'autres intérêts derrière. C'est pas juste parce qu'il y a une pétition qui a été signée. Ah ouais, Donc, ça tend la perche à une question qui me taraude maintenant que j'ai entendu tout ça. Euh, déjà, juste rapidement, parce que comme je suis un peu du genre pratico-pratique, peut-être juste remettre un exemple. On va prendre le cas pratique de corail. Nous, on replante du corail. Et en fait, le marché qui se dessine devant nous, c'est la création de la taxe. Bon, il y a la taxe carbone, du coup, qui nous permet de valoriser la plantation de mangroves qu'on va planter. Mais pour le corail, aujourd'hui, on sait qu'il séquestre, mais on n'est pas d'accord par rapport à la taxe carbone. Euh, on sait qu'en biodiversité, c'est extrêmement riche, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore les mécanismes. Et justement, nous, on se positionne sur la fameuse biodiversité, enfin, la fameuse taxe biodiversité qui va peut-être arriver, le Nature Credits, ouais. comme ça qu'on appelle. Et du coup, si je prenais l'exemple du coup de ce que vous faites dans votre activité, vous allez accompagner par exemple un acteur comme le nôtre à venir anticiper cette loi qui va sortir, à déterminer qu'est-ce que, enfin voilà, juste si on pouvait faire un cas pratique pour que ça donne aussi peut-être des idées à ceux qui sont dans l'auditoire. Alors, il y aurait plusieurs choses que je pourrais faire. Il y aurait justement tout ce qui est anticipation avec la construction de scénarios de développement pour que vous soyez à chaque fois prêt à pouvoir vous adapter aux différents changements, en prenant en compte pas seulement ce que je lis, mais aussi l'expérience que j'ai derrière de mise en œuvre du droit. Donc, c'est-à-dire ce que vous allez devoir mettre en place au sein de Corail pour être sûr que vous allez pouvoir vous conformer à ces nouveaux types d'obligations. Donc les preuves, l'ajustement au niveau de la communication, le marketing, pas faire de greenwashing, des choses comme ça. Et il y a aussi tout ce qui est développement sans nécessairement penser à ces crédits, où vous voulez développer ces projets-là. Donc, moi, je serai là pour vous guider en faisant de l'analyse de différents États, par exemple, ou différentes régions. Si vous voulez opérer dans la mer Méditerranée, c'est pas pareil que dans la convention de Carthagène, vous voyez, dans les Caraïbes, parce qu'il y a des objectifs différents. Il y a des dynamiques en fait d'État avec des objectifs politiques et juridiques différents. Et donc, moi, je vais faire toute une grille qui va vous permettre d'analyser tout ce qui se superpose et pouvoir vous dire quel est l'angle d'attaque le plus intéressant et quelles sont vos chances, les plus de chances de pouvoir proposer ces projets-là et que ça puisse intéresser des États parce que vous aurez réussi à convaincre les États qui vont mettre en œuvre des obligations. Et donc, c'est cette connexion entre le droit, la politique et les obligations et le business, en fait, que je fais. Et très souvent, maintenant, il y a une très grande, on va dire, mode de parler de ce qu'on appelle la science policy, science business policy. Mais en fait, la science business policy ne marche que si c'est relié au droit. Parce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont développées qui mettent pas bien en œuvre le droit. Et donc, du coup, si vous vous basez, par exemple, que sur des politiques de blue economy, bah, vous pouvez faire du greenwashing sans vous en rendre compte. Donc, il faut cette composante juridique et il faut quelqu'un qui soit capable de naviguer entre le droit, la politique et le business. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai mis en quelque sorte en œuvre mes propres compétences. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Il y a énormément de qu'on appelle d'angles morts qui existent dans le business, qui méritent vraiment d'avoir des jeunes qui se concentrent sur ça pour vraiment pouvoir aider les acteurs qui le souhaitent, parce qu'il faut toujours avoir des acteurs qui le souhaitent, hein, être aidés et avoir un impact vraiment différent des autres. Donc, ce que j'appelle la crème de la crème. Très clair. Intéressant ce triptyque Science Business Policy. Merci, en tout cas, je réfléchirai. Et du coup, ça me permet de revenir sur la perche que vous avez tendue tout à l'heure, sur le rôle de l'activisme. Enfin, la pétition versus l'action, j'ai envie de dire presque. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous sous-entendez. Mais du coup, si on pouvait aller un peu sur... Enfin, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur, en fait,
la différence entre pétition, s'offusquer, voilà, et rassembler du monde qui s'offusque avec vous, j'ai envie de dire presque. C'est une caricature, hein, je tiens avec ces personnes. Si jamais quelqu'un a déjà fait une pétition ici, ça n'enlève pas J'en la ai fait qualité du moi-même, hein, travail donc qu'il y a c'est sans derrière. jugement, vraiment. Voilà. Et, euh, et ça m'intéresse du coup d'avoir votre avis entre ça et est-ce que, enfin, il y a beaucoup, ça se développe beaucoup aujourd'hui, la jeunesse qui devient des délégués de la jeunesse dans des grandes réunions comme la COP, comme bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est le One Ocean Summit qui arrive bientôt. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous incitez les jeunes à le faire? Est-ce que vous pensez que ça a un impact? Ou est-ce que vous avez, enfin, je fais exprès de titiller un peu, chercher Ouais, votre ouais, avis, vous mais avez ça raison. Alors, moi, je suis toujours très enthousiaste sur le fait d'entendre les jeunes et avoir la voix de la jeunesse, parce que la façon dont je le vois, c'est qu'on est vraiment dans une société avec un changement de culture et de valeurs qui est très profond. Et donc, il faut vraiment pouvoir avoir ces voix-là, mais, mais il faut que ces voix-là ne répètent pas ce qu'ils entendent partout, parce que sinon, ça sert à rien. Si c'est juste pour dire, ah, il faut sauver la biodiversité et donc tout arrêter, c'est pas un message qui est valable pour moi. C'est pas un message critique qui est réfléchi et qui est construit. Et donc, dans tous les activistes, comme dans toutes les politiques, comme dans toutes les entreprises, comme dans tous les acteurs, il y en a qui ont vraiment un parcours critique et réfléchi et d'autres où c'est juste tout le temps la même chose et c'est du recyclage. Donc, je suis très critique par rapport à ça, pas parce que ce sont des jeunes, mais parce que je suis critique vis-à-vis de l'engagement et de l'impact, en fait, des actions de manière générale. Après, je me suis rendu compte à travers ma pratique que j'aide moi-même des jeunes délégués, j'aide moi-même des ONG ou des fondations ou des organisations internationales ou régionales à être sûrs qu'ils soient prêts à aller dans les négociations et qu'ils soient prêts à comprendre les enjeux. Il faut savoir en fait que quand on rentre dans ces forums-là, en fait, c'est à la base, c'est du droit. Quand on va à la COP, on n'y va pas juste pour dire on est pour ou contre ça. On est là pour donner un avis critique sur la mise en œuvre du droit. Est-ce que le droit est vraiment bien compris au début? Pas nécessairement. Et je dirais même les politiques, même il y a des ministres qui vont dans ce type de forum qui racontent n'importe quoi. Donc, je vous dis, c'est vraiment, c'est pas du tout lié à un acteur en particulier, c'est général. On est dans une société où on fait beaucoup de recyclage avec le même message et les mêmes choses qui sont tout le temps dites sans avoir un esprit critique. L'esprit critique est la pierre que tout le monde peut apporter extrêmement importante à partir du moment où c'est quelque chose qui est réfléchi, construit et qui est différent. Si c'est juste pour dire il faut tout arrêter parce que c'est dangereux, pour moi, je vois pas en quoi ça ajoute quelque chose. Et vis-à-vis des juristes comme moi, où c'est vraiment ma spécialité, le droit international, je dirais de toute façon, ça n'aide pas. Parce que nous, on a des règles. Les règles ont été négociées d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on ne peut pas les changer parce qu'elles ont été négociées dans un contexte particulier. Ça veut dire qu'on doit prendre en compte la volonté de ceux qui ont négocié pour la mettre en œuvre. Donc, si on veut changer ces règles-là, il faut déjà comprendre à la base quelle était la volonté des négociateurs. Et donc, c'est ça la pensée, en quelque sorte. Et c'est ça que je reproche, c'est que souvent, ça reste superficiel. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment essayer, pour avoir un discours différent et avoir un impact différent, il faut vraiment aller en profondeur dans tous les sujets. Il faut creuser, il faut aller dans l'historique. Et on se rend compte, en fait, que le mouvement des jeunes existe depuis les années 70. C'est pas nouveau, hein. Il y avait déjà des jeunes qui étaient aux tribunes de l'ONU, qui disaient qu'ils étaient choqués de ne pas être plus associés. Il y a beaucoup de textes qui ont été faits, qui ont été extrêmement bien écrits, qui n'ont pas été mis en œuvre. Et donc, il faut en quelque sorte s'éveiller à toute une historique de société où on a fait un peu comme le poisson rouge, on a oublié. Et on revient tout le temps en disant c'est nouveau, et c'est pas forcément nouveau tout le temps. Ouais, ça fait repenser au nombre de conférences ou à l'élection ratée d'Al Gore, alors qu'en fait, on en parle depuis des années, en fait, et on est toujours au même stade. Très Ouais. intéressant.
Eh bien, il nous reste encore le temps d'une question avant de prendre celle des autres. Du coup, j'avais une dernière question. On revient sur cette question des jeunes. Dans votre pratique, vous avez cité quelques exemples de jeunes que vous rencontrez. Est-ce que vous en rencontrez, à votre avis, suffisamment? Et si oui, à quelles occasions, dans quel contexte? C'est quoi les sujets en ce moment qui, à votre sens, ou en tout cas à travers les jeunes que vous avez rencontrés, fait travailler leur esprit en fait? Enfin, qu'est-ce qui les taraude? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je dirais, oui, j'en rencontre. J'en rencontre pas nécessairement Alors, à part les stagiaires que je prends de temps en temps, mais dans l'exercice de mon cabinet, pas souvent parce qu'en fait, mes clients directs, c'est toujours au niveau du CEO ou du directeur des affaires internationales. Et en fait, ces profils-là, ils sont pas jeunes. Donc, ils vont le devenir un jour, hein, mais ils sont pas jeunes. Ils sont plus jeunes qu'avant. Donc, c'est plus des gens qui ont vraiment 60, 65. Ils sont beaucoup plus jeunes. Donc, je vois déjà un changement de génération. Mais c'est pas les jeunes de 20, 25 ou 30, quoi, très clairement. Pour les entreprises. Après, dans les startups, oui, c'est des jeunes. Très clairement, il y a beaucoup de jeunes dans les startups. Il y a beaucoup de jeunes dans les activistes. Il n'y a pas assez de jeunes dans les entreprises. Vraiment, dans les grosses entreprises qui ont un impact très important dans les océans, il n'y a pas du tout assez de jeunes. Euh, et voilà. Et après, dans le droit, dans ma génération de droit de la mer, ça a rajeuni, c'est-à-dire qu'au début, en fait, quand j'ai fini mon doctorat, quand j'ai fini mon doctorat, le profil des gens en droit de la mer, c'était 60-65 ans, quoi. Et les juges des tribunaux internationaux, c'est à 70-80, hein. Ah Excusez-moi de oui. le dire, une catastrophe. J'ai rien contre nos seniors, mais il y a un clash de société, de culture, de technologie énorme. Surtout que maintenant, toutes les technologies pour mesurer l'impact, pour mesurer les distances, bah, c'est pas ce qu'il y avait il y a 40 ans. Vous voyez, on utilise beaucoup de satellites, beaucoup de technologies très nouvelles. Et ça, c'est la nouvelle génération qui est beaucoup plus à même on va dire, de se sentir à l'aise dedans que des personnes qui sont vraiment âgées. Et vraiment, je témoigne en ayant vu comment c'était, oui, c'est surprenant. Cette génération est surprenante. Donc, il y a une très grande place à faire dans le droit. Dans le droit international, c'est très dur pour les jeunes, c'est très dur pour les femmes parce que c'est une culture qui est très masculine et qui est très vieille et qui est une culture qui est très blanche. Donc, en droit international, la pratique du droit international, les avocats, c'est tous des anglo-saxons et des hommes anglo-saxons blancs, généralement. Très peu de femmes, très peu de jeunes femmes. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis d'âge plus que de genre. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a un problème de crédibilité dans certains secteurs, ce qui était mon cas pendant très longtemps. Même si j'ai passé 40 ans, j'ai toujours un problème de crédibilité où on me dit qu'à 50 ou 60 ans, ça ira mieux. Donc, vous voyez, il faut tenir le coup, ce qui est quand même dingue. Je me disais à 25 ans, je peux l'accepter, mais à 40, je commence à en avoir un peu marre, quoi. Euh, Est-ce que il y a beaucoup, moi je dirais qu'il y a beaucoup de carrières extraordinaires à faire dans des secteurs, on va dire même économiques, formidables, passionnants, technologiques, qui sont pas l'activisme, qui sont pas nécessairement le start-up, mais qui sont dans des gros, vous voyez, des grosses entreprises pour faire une différence justement avec cette nouvelle génération. Et là, il y en a vraiment pas assez. Et je pense qu'il y en a, mon point de vue, c'est qu'il n'y en a pas assez, potentiellement parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions au niveau de l'action de ces grands groupes et que du coup, la jeunesse se tourne pas nécessairement vers ces idées-là de carrière. Après, il y a énormément de choses à faire dans le social, dans la recherche et le développement, dans tout ce qui est technologie et innovation. Vraiment, vous voyez, pour des ingénieurs, des océanographes ou des biologistes, il y a tout à faire en fait, hein. Il n'y a pas tout nécessairement dans l'océan, mais tout ce qui est lié autour de l'océan. Donc, moi, je l'ai indiqué, je travaille avec le secteur spatial, tout ce qui est observation spatiale, et un invité après qui va parler du secteur spatial aussi. Il y a beaucoup de secteurs qui sont liés à l'océan, qui ne sont pas l'océan en soi.
Et donc, quand on aime l'océan, quand on pense océan, faut pas juste se dire, voilà, je vais faire de la plongée et puis je vais aller défendre les poissons. Il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Euh, donc, euh, donc c'est un peu mon parcours. Après, beaucoup de professionnels pourront vous raconter des histoires différentes aussi, mais il y a beaucoup de diversité de cultures, je trouve, beaucoup de cultures à infuser dans l'océan pour que ce soit pas juste le milieu anglo-saxon qui soit représenté, que je trouve vraiment, en tout cas en droit, c'est vraiment, ça a tout absorbé, quoi. C'est la pensée anglo-saxonne et on le voit de plus en plus, notamment dans la gestion de l'espace marin. Il y a beaucoup le droit des peuples, des peuples indigènes, des communautés locales doit vraiment être mis en avant et il y a énormément de choses à faire. Transmettre les cultures, les savoir-faire, les protéger, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Clairement, j'espère que ça a inspiré certains ou certaines de ceux qui nous écoutent. En tout cas, je partage effectivement cet avis sur l'absence de jeunesse parce que bah, dans ma génération, beaucoup trop pensent que en fait, il faut tout simplement monter sa boîte, mais abandonner toutes les autres boîtes. Alors qu'en fait, j'ai bien aimé l'idée de bah, en fait, mieux changer un système en le connaissant et en étant dedans finalement, et pas être Exactement. dans une radicalité qui empêche le dialogue. Donc très Et puis, intéressant. il faut savoir, je pense que vous-même, vous pouvez témoigner, hein, créer sa boîte, c'est vraiment quelque chose de très particulier, mais c'est très dur, hein. On fait beaucoup mention de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui ne correspond pas à tout le monde. L'entrepreneuriat sur le long terme, c'est pas du tout la bulle rose du début. Euh, et il y a beaucoup de choses qui nourrissent en fait l'entrepreneuriat. Je vois une question sur le côté, est-ce que j'ai d'autres casquettes? J'ai tellement de casquettes, oui, j'ai mon cabinet d'avocat. Je suis expert pour des ONG. J'ai des casquettes académiques, je fais des cours parce que j'adore ça. Euh, Au maximum, pas nécessairement dans des universités, des facultés de droit, mais aussi j'ai été à HEC, j'ai été à Sciences Po, j'ai été dans plein de secteurs différents. Euh, Beaucoup de casquettes différentes qui sont toutes compatibles parce qu'en fait, tout se nourrit l'un de l'autre. Mon point de vue de praticien me permet de délivrer des cours qui sont pas des cours qui sont des cours académiques parce que c'est dans certains milieux, mais qui sont pas des cours académiques classiques parce qu'ils sont nourris par la pratique. Le fait que je sois en contact avec des startups, des ONG ou des États, je vois toutes les casquettes et les points de vue et les intérêts différents qui sont convergents mais différents. Et en fait, c'est cette vision holistique qui, je pense, a une force. Parce que si on n'est que dans son coin à vouloir changer le système, en fait, votre coin, il peut ne pas être accepté. Il faut comprendre comment ça se passe. Si vous voulez changer le système, il faut pouvoir rentrer dans le système. Il faut pouvoir travailler avec ces gens-là. Il faut pouvoir comprendre les différents intérêts qui sont convergents et différents. Et en fait, à la base, la coopération dont on rêve tous, c'est pas coopérer qu'avec ses amis et puis les gens qui ont les mêmes valeurs, c'est coopérer avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Être capable de se coordonner, être capable de dialoguer, de comprendre et de trouver euh, des moyens de travailler et de coexister ensemble. C'est ça la paix, c'est ça la coopération. C'est pas juste dire on va faire la révolution, on va tout changer, puis en fait à la fin on va faire la même chose que les autres, quoi, parce qu'on les aura même pas écoutés. C'est un peu ce qui malheureusement tue des beaux projets dans l'œuf Ouais, parce que voilà, enfin c'est difficile quand on est un petit groupe contre la majorité. Faut réussir effectivement à infuser dans la majorité. Alors je vois il y a aussi une autre question qui finalement va aussi un peu faire transition avec la masterclass suivante. Mais donc, on a Ilias qui est curieux. Quelle est votre expérience avec la technologie satellite par mhm. rapport à votre travail? Alors, comme j'ai dit, moi, je suis plus spécialisée dans tout ce qui est observation des océans. Donc, bon, c'est une niche dans le secteur spatial, en fait. Euh, et c'est un domaine, alors j'ai pas exercé que dedans, mais en tout cas, les dernières années, c'était principalement ça. Avant, j'avais fait vraiment du droit de l'espace, donc c'était vraiment mise en orbite et ces choses comme ça, c'était super passionnant. Mais en tout cas, relié à l'océan, c'est vraiment observation spatiale.
Et écoutez, l'observation spatiale, je suis pas là pour parler de technologie, puis je suis pas la meilleure personne pour parler de technologie parce que moi, j'en parle qu'à travers le droit. Mais c'est passionnant parce qu'il y a en ce moment beaucoup de limitations vis-à-vis de la technologie spatiale et de l'observation des océans, notamment parce que la technologie spatiale ne peut pas pour le moment vraiment observer aux grandes profondeurs. Et donc, pour les curieux qui aiment bien l'océan et qui entendent parler, par exemple, tout le temps de deep sea mining, de forage, d'exploitation, d'exploration et tout, d'impact environnemental, il faut savoir en fait que la technologie spatiale n'arrive pas pour le moment à aller à des profondeurs vraiment importantes. Et donc, la technologie spatiale doit toujours être en complément de la technologie, ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire celle qui est développée, déployée dans l'océan par des capteurs, par des bouées, par des robots. Et en fait, tout ça crée une grande famille de l'observation spatiale qui n'est pas que la spatiale de l'espace, mais spatiale de l'océan, vous voyez. Donc, avec ceux qui sont dedans et ceux qui sont au-dessus. Et donc, c'est complémentaire, mais il y a énormément de choses encore à faire et énormément de limitations. Et des limitations juridiques aussi, parce qu'on ne peut pas collecter les données de tout et n'importe quoi. Donc, parce qu'il y a des ressources à protéger, des intérêts à protéger aussi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment la défense et le militaire. Donc il faut vraiment l'océan comme le reflet de notre société avec tous ceux qui ont un intérêt, qui travaillent grâce à l'océan, qui ont des ressources grâce à l'océan, qui ont des intérêts stratégiques grâce à l'océan. C'est vraiment passionnant. Ben, en tout cas, je suis ravie d'entendre tout cet enthousiasme dans votre voix. Alors, je ne sais pas si on a... Louisa, tu me dis, on a le temps de prendre la dernière question qui vient d'arriver. Oui, on a encore une dizaine de minutes. Ok, ah bah parfait. Ah, ça marche. Bon bah très bien alors. Donc juste rebondir en synthétisant un peu ce que vous avez dit tout à l'heure parce que je pense que c'est intéressant de bien le garder en tête. L'idée déjà du spatial comme l'espace, pas seulement celui qu'on voit en distance, mais c'est un tout. Donc en fait, quand on retient tout ce que vous avez dit, c'est toujours une vision holistique, que ce soit dans le métier, vous avez fait toucher plein de choses, mais que ce soit aussi dans bah, les définitions et se rendre compte que en fait on n'est jamais sur du noir et blanc, on est toujours plutôt sur du gris avec l'idée qu'il y a plein de choses à découvrir. Et donc on a la question de Kevin, pensez-vous, comme certains scientifiques, qu'il faut confiner les habitants de la Terre pendant 3 ans, au moins pour ralentir le réchauffement climatique? Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas répondre à cette question, tout simplement. Je dirais d'un point de vue juridique, confiné pendant 3 ans, je pense que ça poserait beaucoup de problèmes vis-à-vis des libertés fondamentales. Et donc, je ne serais pas nécessairement très contente de ce type d'initiative, sachant que déjà, avec les confinements qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de violations de liberté dont on ne parle pas assez. Et donc, il y a toujours une relation entre la science et le droit, comme vous voyez, peuvent être parfois conflictuelles. Merci beaucoup. Je vous en Eh prie. bien, je propose donc quand même de clôturer sur un dernier mot, si vous en avez envie. Un dernier mot, une dernière chose à partager. Moi, personnellement, en tout cas, déjà, je suis très contente de cet échange. J'ai appris plein de choses. Comme j'en doutais au début, mais en fait, on en découvre toujours beaucoup plus que ce qu'on imagine. Donc déjà, merci beaucoup pour cet échange très riche. J'espère que ça a inspiré tous ceux qui écoutaient. En tout cas, moi, ça m'a donné plein d'idées. Moi, j'aimerais aussi partager une dernière chose parce que quand on discute comme ça, c'est bien, c'est un moment très intéressant. Et après, on se demande bah, qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, ce que je propose généralement, c'est de partager une lecture ou une personnalité à suivre ou un média qui peut en fait permettre de prolonger un peu bah, la conversation ou en tout cas la réflexion. Donc je vous propose déjà de partager le mien. C'est un livre qui s'appelle Corail, un trésor à préserver. Alors, c'est pas parce que je suis en train de parler de ma marque, mais c'est l'Institut océanographique de Monaco qui m'a ouvert les yeux à travers ce livre grand public dans lequel on n'apprend pas que des choses sur le corail, en fait, on apprend des choses
à la fois sur la mer, mais aussi, vous avez très bien dit, les gens, les cultures autour de la mer, le fait que, en fait, déjà, il ne faut pas oublier que l'océan, c'est la majeure partie de la Terre, mais aussi que, en fait, il y a plein de choses autour de l'océan qui ne s'arrêtent pas juste à la plage et au snorkeling, qui est l'image grand public de la mer. Et donc voilà, ça c'était ce que je voulais partager. Donc je vous propose, vous, de clôturer avec votre mot de fin et peut-être avec une lecture ou une personnalité ou un média, ce que vous voulez, à Oh, c'est partager une avec question nous. vraiment difficile, vous savez, parce que j'arrive jamais à choisir. Parce que j'ai trop de choses autour de moi. Je dirais, moi, je finirais plus par une réflexion. Et c'est une réflexion qui date vraiment des dernières semaines, qui est liée à mon travail et qui va permettre peut-être de mettre en perspective un peu les questions qu'on peut se poser vis-à-vis de l'océan, mais aussi vis-à-vis de la nature et de l'environnement et des ressources. Parce qu'en fait, souvent, les gens sont comment dire, attirés ou on va dire, touché par l'océan du fait de la beauté, des ressources, de la diversité, de la biodiversité, vous voyez, ce qui était le thème d'aujourd'hui, euh, et moi inclus, hein, vraiment. Euh, et du fait de ce travail que je fais justement avec le domaine spatial, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions vis-à-vis de notre relation aux ressources de manière générale. Et donc, c'est plus une invitation au voyage que je vais vous faire en vous disant que le droit de la mer a façonné le droit de l'espace. Et donc, en fait, les règles qui sont en train d'être élaborées ou questionnées vis-à-vis de l'exploitation des ressources sur la Lune, il y a beaucoup de similitudes avec ce qui se passe dans l'océan. La question est comment, en tant qu'humain, on va réagir vis-à-vis de ce type de problématiques. C'est-à-dire que c'est des problématiques exactement communes, mais très différentes, parce qu'il y en a une qui est sur Terre, qui nous touche vraiment, et une autre qui est un peu à l'extérieur, parce que c'est sur la Lune, ou ça sera sur d'autres types de terres. Et c'est vraiment, moi, une interrogation que j'ai en ce moment, en me disant, OK, est-ce que on est tous concernés par l'océan parce qu'on est juste à côté, parce qu'on l'aime, parce qu'on l'utilise? Et ou est-ce que, en fait, on est concerné par le fait de préserver l'environnement et la ressource? Est-ce qu'on veut préserver l'intégrité ou est-ce qu'on veut juste le faire pour nous? Et c'est une problématique qu'on retrouve beaucoup en droit parce que le droit a été façonné pour, en quelque sorte, préserver des conflits, toutes les activités humaines, parce qu'en fait, on finit toujours par se taper dessus et, et à prendre ce que veut l'autre. Et donc, on a créé des règles pour éviter ça au maximum. Mais quand c'est lié à une ressource, c'est un peu différent. Et donc, notre attachement à la ressource et à l'espace, est-ce que c'est parce qu'il est beau et parce qu'on le voit, ou est-ce que c'est juste par principe? Et j'ai pas forcément de réponse par rapport à ça, et je pense que c'est un sujet vraiment de société qui permet de penser l'espace, comme je disais, de manière globale, holistique, et pas juste penser à ce qui est bleu et à côté de chez nous. Donc voilà, Une invitation au voyage et à la réflexion, du coup. exactement. Merci beaucoup, Virginie, en tout cas. Merci à Merci, vous, c'était un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en personne. clairement. Merci à tous pour votre attention et je laisse donc Louisa reprendre. C'est ça. Merci beaucoup pour ce magnifique échange. Et puis, c'était une merveilleuse transition pour la prochaine interview. Juste avant, je vous avais annoncé que Mathilde Diouf devrait prononcer donc un mot d'introduction. Mathilde Diouf, qui est donc adjointe au maire de Nice, déléguée aux droits des femmes, à la coopération et conseillère métropolitaine. Et elle souhaitait venir vous présenter et vous parler un petit peu du One Ocean Summit qui se tiendra donc à Nice. Elle est malheureusement à Abidjan et elle a des problèmes, des soucis de connexion. Mais elle nous a promis de nous rejoindre sur la prochaine session de masterclass la semaine prochaine, car elle tient énormément à faire passer un message et inviter les jeunes donc à se préparer à ce sommet. Euh, je vois que Ilyes et Meili, vous êtes là, vous êtes présents, super. Donc on va pouvoir enchaîner sur la prochaine interview. Je vous laisse vous présenter et débuter. Bonjour à tout le monde et merci Luisa.
Donc, on va avoir un entretien avec Meili. Peut-être je vais commencer par me présenter rapidement et après je vais faire une petite introduction de Meili, mais je vais lui laisser expliquer avec plus de détails sa carrière, son parcours et expliquer pourquoi elle est ici. Donc moi, je suis ingénieur aérospatial de base, spécialisé dans des études interdisciplinaires d'espace. Et ça fait 3 ans déjà que je travaille avec Je m'engage pour l'Afrique. Donc pour ceux qui sont intéressés sur la thématique espace, on est en train de travailler sur un livre, un ouvrage sur l'industrie spatiale en Afrique et l'utilisation de la technologie spatiale pour l'Afrique, qui sortira, j'espère, soit fin ce mois, soit le mois prochain. Et, euh, et bon, Meili, elle a un parcours très 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 spécial. Donc elle est vétérinaire et vous pouvez le voir avec ses vêtements. Elle vient de finir son tour de vétérinaire aujourd'hui. Mais elle est aussi, elle a fait le même master que moi d'ailleurs, d'études interdisciplinaires d'espace. C'est là où on s'est connus. Et elle est aussi experte dans biologie marine. Et donc aujourd'hui, elle va nous parler un peu, bon, avec mes questions de la technologie spatiale pour l'économie bleue. Et Meili, est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu de ton parcours et surtout expliquer comment ça se fait que tu as mélangé vétérinaire avec non, espace, c'est quoi la relation, pourquoi cet amour pour les deux? Merci beaucoup pour la présentation, Elias. J'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, ouais, effectivement, je viens de sortir du travail, hein. Euh, du coup, oui, je suis vétérinaire moi, en ce moment, du coup, en clinique pour les chiens et les chats. Mais de base, quand j'avais choisi mon métier vétérinaire, j'avais choisi pour la biologie. Euh, et donc, c'est un peu le côté un peu de la recherche et le côté médical qui m'a poussé à vouloir faire des longues études plus que vraiment que le métier vétérinaire de clinique tel qu'on l'entend. Et en fait, à la fin de notre étude vétérinaire, on nous demande de faire une thèse. Donc, j'ai choisi à ce moment-là de faire une thèse en biologie marine. Donc, j'ai eu chance de découvrir le monde de la recherche, pour lequel j'ai un peu plus travaillé un peu plus longtemps après. Et après, j'ai fait mon service civique, du coup, avec le CNRS, pareil dans le monde marin. Et j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est spatial. Bon, avec, comme nous tous, qu'on était enfants, par le côté astronaute. Et je me suis dit, c'était l'occasion de faire une année d'études supplémentaires euh, de regarder, découvrir d'autres disciplines et surtout, vu que ça reste de la recherche, et c'est l'avantage du master qu'il y avait à ISU, c'était vraiment très interdisciplinaire et comment je pouvais utiliser justement mon diplôme qui est du coup assez général parce qu'on ne fait pas que de la médecine, on apprend aussi normalement sur la biologie et vu que j'ai fait de la biologie marine, je me suis dit que ça s'allerait bien avec la technologie spatiale. Et du coup, quand Elias m'a parlé du projet avec Je m'engage pour l'Afrique, où ça alliait du coup l'Afrique, là où j'ai fait d'ailleurs, j'ai habité pendant 6 ans au Sénégal, c'est là où j'ai fait une grosse partie de mes études. En plus, l'utilisation des technologies spatiales dans le milieu marin, ça correspondait, ça me parlait en tout cas énormément et c'est pour ça qu'avec plaisir, on a travaillé sur ce projet avec Elias et l'association de Je m'engage pour l'Afrique. Merci Meili. Et avant peut-être de commencer avec les questions sur la technologie spatiale, est-ce que tu voudrais nous raconter aussi un peu le petit projet dans l'Antarctique? Ah oui, c'est vrai que je suis passée à... quand je disais du coup que je travaillais pour le CNRS, j'étais en tant que volontaire service civique euh, en Antarctique du coup pendant 6 mois. Et du coup, mon travail là-bas, c'était principalement sur les manchots empereurs et les manchots adlis. Et pour résumer, c'était de la récolte de données, donc physique, c'est-à-dire prélever du sang, des plumes, prendre les proies, vraiment monitorer la colonie. Et d'un autre côté, de prendre, donc d'analyser les données, enfin au maximum, afin de les compresser, les envoyer du retour à Strasbourg et de faire avancer le projet. On va dire un peu l'équivalent de ce qu'on demande aux astronautes à l'ISS. Et comme c'est un lieu très isolé, il faut des petites mains en fait pour récolter les données et traiter un peu le minimum. Donc voilà, c'était avec le CNRS et l'Institut polaire français que j'ai pu habiter à Dumont-d'Urville. C'est la base française, la seule base française, enfin 100% française, en Antarctique.
Et bon, pour commencer à échauffer un peu les moteurs, euh, donc il y en a pas mal d'applications de la technologie spatiale sur l'économie bleue. Est-ce que tu pourrais énumérer un peu quelques-unes et nous raconter un petit peu? Oui, alors on va faire les grandes lignes, hein. Par exemple, on a les systèmes de surveillance des navires, par exemple, pour gérer tout ce qui est la pêche illégale, ou même d'ailleurs de la gestion tout court entre les différents navires, les différentes routes, avec le partage entre différents pays. Vous savez qu'on a des pays qui sont côte à côte, chacun a sa zone et ça permet vraiment de délimiter les espaces. Il y a aussi, par exemple, les systèmes d'observation de la Terre pour, donc, qui vont pouvoir prendre des images, en gros, un peu l'équivalent de la météo de façon un peu plus poussée. Et grâce à l'analyse, après, avec l'intelligence artificielle, et bon, aussi de l'aide de plusieurs experts, de pouvoir prédire à l'avance certains gros dérèglements climatiques et qui, du coup, vont avoir une influence après sur la pêche, hein, bien entendu, hein. Et après, en utilisant les données géospatiales et les images satellites, ça permet vraiment d'aménager, du coup, l'espace spatial marin. Par exemple, en délimitant où mieux placer les parcs éoliens dans la mer, ou en fonction des récifs, permet de délimiter les réserves. Euh, sur ce, d'ailleurs, en parlant de réserves naturelles, on a par exemple des satellites qui sont équipés de capteurs qui vont permettre de nous donner des informations donc, directes et indirectes sur la pollution. Euh, et du coup, on permet de faire un suivi aussi des populations de migration des animaux et donner un peu un côté un peu précis pour pouvoir gérer en fait les données de pêche, ce qui m'ont aidé aussi à viser les endroits où il est bon de pêcher, moins bon, où il faut préserver la diversité ou non. Et après, de façon un peu plus indirecte, dans l'économie bleue, on a tout le côté de communication grâce aux satellites et de coordination, ce qui va permettre du coup, par exemple, le sauvetage des bateaux, la communication entre les différents bateaux. Voilà, c'était un peu un aperçu général des technologies spatiales hein, dans l'économie bleue. Merci. Mais est-ce que peut-être je peux te demander s'il y a une préférée, une application qui te passionne le plus? Celle qui m'a en tout cas le plus intéressée, c'est parce que c'est une problématique dont on parle quand même assez souvent, c'est tout ce qui est, on va dire, braconnage pour un petit mot, donc la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et pour lequel les pays européens, en tout cas pour l'instant, ont été vraiment des pays moteurs dans ce sens-là qui ont donné une direction. Par exemple, c'est assez récent quand même, depuis le 1er janvier 2023. Le CNES, donc le Centre national d'Institut spatial, l'Agence spatiale française, travaille avec une entreprise privée, donc Antilabs. C'est une entreprise qui est basée à Rennes, qui va en fait détecter les radars des navires, ce qui est mieux que de détecter le système informatique automatisé des navires, donc qui est obligatoire pour chaque navire, parce que les pêcheurs sur ces navires-là peuvent les cacher ou les modifier, alors que les radars ne passent pas donc, inaperçus par rapport aux satellites. Et je trouvais ça très intéressant comment, grâce à la technologie spatiale, on peut éviter donc ce braconnage et vraiment avoir euh, un contrôle et une réglementation qui suit parce qu'on a toutes nos lois, mais après, il faudrait vraiment les appliquer. Et dans la mer, dans l'océan, comme il y a moins de communication, c'est quand même nettement plus dur, vu que c'est des grands espaces, c'est pas des petits espaces restreints comme sur la Terre. Et puis surtout, cette notion de braconnage, c'est quand même un sujet d'actualité, on en parle énormément, on en parle beaucoup avec les divers chalutiers qui pêchent, par exemple, avec des filets au fond, ou qui pêchent là où ils ne devraient pas, ou certains pays qui pêchent sur des côtes de continents même où ils ne devraient pas aller. Et notamment, beaucoup le continent africain est très touché. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, du coup, vraiment de première main. J'ai pas vécu si longtemps que ça au Sénégal, que 6 ans. Et pourtant, quand j'ai pêché la première année par rapport à 6 ans plus tard, euh, on sentait, enfin, il y a une grosse qualité, une diminution de la qualité de la pêche et de la fréquence du nombre de poissons, et puis même les pêcheurs qui avaient moins de travail, on en parlait quand même beaucoup, avec des arrestations d'ailleurs régulièrement, et ça servait aussi de blanchissement d'argent, etc. Donc la pêche illégale rentre pas que dans le système d'économie bleue, mais aussi dans un sens plus grand de terrorisme qui servait à financer des choses pas très nettes non plus. Voilà.
Oui, d'ailleurs, je pense que l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu l'épicentre mondial en anglais, IUU fishing. J'ai toujours du mal à trouver les mots pour l'acronyme. Donc, Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing. Donc, je pense en français, c'est INN. C'est ça, Et, ouais. et c'est ça. Et oui, je pense il y en a des chiffres de 2 à 9 milliards qui se perdent chaque année en Afrique de l'Ouest seulement. Et je pense en Afrique, c'est vers 12, 11 milliards chaque année. Donc, c'est vraiment une problématique qui est pas à éviter. Euh, donc, est-ce que tu aurais des exemples? Est-ce que, bon, on connaît qu'il y a une très grande problématique de ça en Afrique de l'Ouest et en reste l'Afrique aussi. Est-ce qu'il y a des exemples de projets où on utilise la technologie spatiale dans une de ces régions pour combattre un peu ce problème? Bah, du coup, on va rester sur l'exemple de la pêche illégale, justement, donc l'utilisation de technologies spatiales, particulièrement pour ça en Afrique. Et j'ai pris l'exemple du Ghana parce qu'il y a des projets qui sont mis en place et le Ghana, du coup, perd plus de 100 millions de dollars chaque année dû à la pêche illégale, ce qui est énorme. Et du coup, quand on parle d'argent, c'est un, on, certes, on a quelque chose d'illégal et dans le meilleur du monde, ce serait bien de trouver une solution, mais toutes les solutions coûtent beaucoup d'argent, d'avoir des gendarmes qui patrouillent, d'avoir des satellites, etc. Et le problème quand on parle du spatial, je trouve particulièrement quand c'est le thème de l'Afrique, c'est qu'on a tendance à dire oui, bah, en Afrique, il y en a beaucoup de sous, le spatial, ça ne nous concerne pas trop. C'est un peu le sentiment qu'on a en premier. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'avec l'exemple que je vais vous apporter, c'est au contraire une solution très rapide et peu chère qui a été mise en place. Euh, donc, ça s'appelle, alors, l'acronyme, c'est INSURE, donc le système intégré de surveillance de pêche illégale non autorisée et non déclarée. Donc, en gros, ça va utiliser deux satellites, Sentinelle-1, donc avec un instrument à radar, et le Sentinelle-2, donc qui va prendre, on va dire, des photos et qui va pouvoir détecter donc des objets qui diffèrent vraiment de l'arrière-plan. Et après, en les comparant par rapport aux données qu'on a, donc AIS, donc Automatic Information System, en gros, c'est la plaque d'immatriculation du navire, de comparer, bah, est-ce que ce navire il devrait être dans cette zone ou pas. Et c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, c'est-à-dire dans les moins de 2 heures, on a un résultat et d'une très grande fiabilité. Quand on parlait d'un taux de détection quand même de 91%, et qui survient donc dans les 2 heures du survol du satellite. Une fois que le satellite il est lancé, qu'il est utilisé, sachant qu'on peut avoir des coopérations entre différents pays, hein, chaque pays n'a pas besoin de lancer non plus son propre satellite. Il y a des partenariats entre les différents pays. Surtout quand on parle de l'Afrique, on a de grosses coalitions entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. C'est pas, on parle rarement juste un pays en Afrique. Donc, c'est vraiment une solution qu'on peut apporter et qu'on peut généraliser sur le reste du continent. Et du coup, grâce qu'on ça a été mis en place du coup au Ghana, en 17 mois, on a remarqué qu'il y a quand même 75% des détections de radar qui montraient que 75% des bateaux étaient là de façon illégale. Et après, bon, ça permet vraiment d'envoyer, de noter du coup ces plaques d'immatriculation des bateaux et de faire des progrès bah, significatifs en fait. Et ça fait des gains économiques. On parle vraiment d'économie dans ce sens-là, pour l'économie bleue, enfin, considérable. Et même au niveau de la biodiversité, etc., de pouvoir conserver sa faune et sa flore. Parce que si tout est détruit et qu'on les pêche ailleurs, autre le fait qu'on perd l'argent de la pêche, on perd aussi en biodiversité et les pêcheurs donc, du Ghana auront moins à pêcher. Donc, c'est tout bénef. Voilà. Et je trouvais que c'était très intéressant à utiliser. Moi, je trouverais aussi très intéressant si à un moment donné, il y a des entrepreneurs africains dans l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs qui développent des solutions vraiment faites pour leur région, pour cette problématique-là. Donc, en utilisant des ressources gratuites satellitaires qui existent avec le programme Copernicus de l'Union européenne. Euh, ou en utilisant des méthodes des ressources pas gratuites, mais qui pourraient être également très utiles et au final, non, résoudre un problème qui coûte des millions et des millions. Et
Bon, dans la dernière séance, on a eu une petite définition de Blue Economy, de l'économie bleue, qui me paraît très, très intéressante, où un peu on restreint l'économie bleue aux activités qui sont durables ou protectrices de l'environnement. Et moi, je me demande que dire des analyses des données géospatiales pour suivre la pollution, la dégradation de l'environnement, surtout dans les zones côtières. Est-ce qu'il y a des initiatives à ce sujet-là, des solutions? Euh, donc oui, il y avait plusieurs solutions. Donc tu parles pour la surveillance pardon, des zones côtières, c'est ça? Oui, sous surveillance dans tout ce qui concerne la pollution, la dégradation des zones côtières. Oui, donc bon, il y a plusieurs choses. Façon, bon, directement des navires, par exemple, en surveillant leur système de surveillance électronique. Après, il y a aussi des satellites, il y a des capteurs qui permettent de détecter la pollution ou même de prendre des images. Donc, c'est vraiment beaucoup utilisé aux États-Unis afin de trouver, par exemple, des images pardon, de fuite de pétrole dans la mer ou de situer précisément où se trouve, par exemple, le garbage patch, l'assemblée d'ordures dans le Pacifique. Et aussi, par exemple, des capteurs qui vont permettre d'évaluer donc en temps réel les changements de la qualité de l'eau au fil du temps. Euh, et ça permet vraiment donc de combattre la pollution une plus grande, sur une grande surface et quand même très rapidement et de façon très générale. Et en même temps en étant précis. Et est-ce qu'il y a des outils de surveillance et des analyses basées sur la satellite pour un peu plus généralement la gestion durable de la biodiversité marine? Euh, il existe oui, des outils de surveillance. D'ailleurs, c'était l'un des projets sur lesquels on a travaillé on avait un projet de groupe avec ma classe on faisait mon master, auquel on a travaillé pendant une année. Euh, donc, il y a divers projets. Pardon, ça a coupé. Désolée, ça. Il y a divers projets du coup notre projet, pardon, c'était sur le monitoring du plastique dans l'océan. Et on a remarqué en faisant nos recherches qu'il existait par exemple divers robots qui pouvaient servir à récupérer par exemple le plastique et en utilisant du coup vraiment les capteurs des satellites et en pouvant faire une coordination donc un peu multidisciplinaire en utilisant par exemple le GNSS avec la localisation, puis les points GPS pour pouvoir du coup coordonner les robots entre eux et de pouvoir donc vraiment hum, viser les endroits où il y a du plastique, même si c'est du microplastique. Euh, et après, des projets comme ça qui ont été mis en place pour l'instant, c'est un peu au cas par cas dans le pays. Par exemple, il y avait le Sentinelle de l'Agence spatiale européenne qui fournit des données en temps réel sur la qualité de l'eau en regardant par rapport à la prolifération précoce des algues nocives. Parce que grâce à des capteurs donc en couleur sur les satellites, on peut faire des déductions logiques sur est-ce qu'il y a des algues ou non. Euh, Comme je disais, hein, aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement, donc EPA en anglais, va cartographier la pollution le long des côtes et particulièrement donc, toutes les zones de pétrole. Et je me rappelle maintenant, c'est Ocean Cleanup qui utilise les technologies géospatiales pour cartographier où se trouve le Great Patch of Garbage dans l'océan Pacifique. D'accord, très très intéressant. Et je pense que le rapport que vous avez écrit, il est disponible et c'est quelque chose que le reste peut lire, peut voir. Oui, on peut vous envoyer le lien après, puis à une... D'accord. Voilà. D'ailleurs, je pense que quelques années, 3 ou 4 ans avant, il y en a eu un aussi qui est très bien pour un peu avoir une introduction sur tout ce qui est technologie spatiale pour IUU phishing. Donc, on pourra peut-être partager celui-là aussi. D'accord. Et, et bon, j'avais une autre question qui est par rapport à les partenariats publics-privés. Euh,
Donc, j'aimerais bien connaître ton opinion. Tu penses quel rôle est-ce qu'ils peuvent jouer pour accélérer le développement de la commercialisation de la technologie spatiale pour l'économie bleue? En Afrique surtout, mais bon, en général aussi. général. Je pense quand on regarde les exemples qu'on a eus avec l'Europe, par exemple le cas où j'ai donné tout à l'heure avec le CNES qui travaille du coup avec Unseenlabs, qui du coup est un partenaire public-privé, euh, ça a clairement montré ses preuves et on l'a vraiment en ce moment, c'est un sujet d'actualité entre SpaceX qui est en train de par exemple, battre NASA aux États-Unis, Airbus qui prend beaucoup d'ampleur en France et même en Afrique et qui pousse au développement, particulièrement en Afrique du Sud. Euh, les partenariats publics-privés permettent, comme tu dis, vraiment d'accélérer le développement et c'est ce qui est particulièrement intéressant en Afrique où la question qui revient constamment, c'est vraiment la question de financement. Et du coup, ça permet de contribuer à combler l'écart entre le développement technologique et la commercialisation qui permet de ramener des fonds et de rendre ça euh, d'être plus rapide, en tout cas pour le déploiement sur le terrain. D'un côté, le côté privé, hein, comme j'ai dit, ça rapporte les fonds. Ça permet de développer le côté technologique et de le rendre accessible au grand public. Et d'un autre côté, le secteur public, donc côté gouvernemental, permet une surveillance réglementaire, un soutien institutionnel et un accès aux ressources publiques aussi, ce qui n'est pas des moindres. Et puis, comme nous, on en parle vraiment aujourd'hui dans le cadre là, la technologie spatiale, nous, dans le sens auquel on souhaite l'appliquer, c'est vraiment pour le développement d'un pays. Donc, le gouvernement prend tout son sens dans ce cas-là. Et le côté secteur privé, c'est un outil pour accélérer le développement. Euh, J'avais un exemple, par exemple, avec le Ghana. Ça s'appelle Ghana Atomic Energy Commission, qui du coup travaille avec Viasat, donc pas directement relié à l'énergie bleue pour le coup, mais plutôt dans le sens où en travaillant ensemble, il permet d'apporter une connexion Internet à l'ensemble du pays. Et c'était vraiment une collaboration et d'ailleurs très peu cher et qui a été mis en place très rapidement, euh, qui a été mis, pardon, qui a été mis en place du coup avec une partie gouvernementale du gouvernement. Alors précisément, c'est le Ghana Space Science and Technology Institute qui du coup travaillait avec GASAT. Et comme j'avais mentionné précédemment, sans ça, donc l'agence spatiale sud-africaine qui travaille de proche avec Airbus et ça permet aussi donc d'avoir lancé et d'accélérer au niveau des lancements de satellites et l'utilisation des technologies et pas non plus d'envoyer des satellites redondants. Et je pensais à d'autres genres de coopération, un peu cette fois entre des différents pays. Et est-ce que tu connais des exemples où, parce que à la fin c'est un problème qui touche plusieurs pays dans la même région ou dans des mêmes régions, et aussi c'est un problème lié aux frontières maritimes, on peut dire. Euh, et moi, bon, je connais une organisation qui s'appelle Air Center, donc c'est Atlantic International Research. Et je pense ils ont des membres dans plusieurs pays européens, mais aussi africains. Et je me demande si tu connais des exemples de pays qui coopèrent entre eux, soit en Afrique, soit en Europe, soit entre les deux. Euh, et oui, Oui, il existe des exemples et on va bien insister sur le fait, et c'est la raison pour laquelle tu poses cette question, c'est que vraiment la coordination donc internationale sur différents pays prend réellement tout son sens, surtout quand on parle des océans et de l'économie bleue, parce que qu'on le veuille ou non, c'est réellement quelque chose d'interconnecté, pour lequel on n'a absolument pas le choix que de coopérer entre pays. Surtout entre les flux marins, la migration des animaux ne demande pas l'avis d'un pays à un autre ou d'un continent à l'autre, et particulièrement dans le cas des océans, où les animaux font des milliers de kilomètres entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. C'est d'ailleurs le problème qu'on a en biologie marine dans la recherche, c'est que on a énormément de financement en recherche en biologie marine en Europe, et après, on n'a pas de données pour tout ce qui est de la côte africaine, donc côté sud, ce qui est dommage parce que c'est la même population d'animaux et donc on se retrouve avec des lacunes vraiment dans les données. Donc, pour revenir sur le côté de l'économie bleue,
On a un très bon exemple, c'est vraiment la Norvège, qui est précurseur donc, de la coopération entre les pays donc, dans l'économie bleue. En même temps, ils sont très concernés par la pêche, donc on s'en doute un peu avec la Norvège. Donc, c'est vraiment un précurseur en termes de coopération et d'innovation donc, en Europe. En fait, ils ont développé une international policy, donc une policy internationale, qui s'appelle Blue Justice Initiative. Et c'était le premier pays donc, dans le monde qui a partagé ses données sur le tracking, la surveillance des navires, donc avec les autres pays. Ce qui, du coup, est quand même, politiquement, ça a un très grand impact et on va dire, il s'ouvre quand même à la vulnérabilité de donner ces données à d'autres pays, mais ça fait tout son sens vraiment dans l'économie bleue et de justement de moins laisser tout ce côté pêche illégale pour en revenir et même une gestion durable des ressources. Et du coup, ils ont commencé aussi, donc c'est eux qui ont été lanceurs et maintenant, ça a commencé en 2018. C'était une déclaration ministérielle contre l'organisation, contre le crime organisé international dans les océans. Et maintenant, il y a plus de 48 pays qui ont signé avec. Et ils vont utiliser, donc c'est une plateforme digitale sécurisée qui a été développée par le Blue Justice Committee, qui est qui vient donc du programme de développement des Nations Unies, qui du coup on va dire hosted. Donc, c'est eux du coup qui ont développé pardon cette plateforme internationale. Et donc c'est vraiment plusieurs pays qui ont maintenant donc vont partager leurs données. Donc parmi ces 48 pays, on cite particulièrement donc des pays européens, mais par contre du coup ces données sont utilisées pour d'autres pays, par exemple, même qui n'ont pas signé, particulièrement donc en Amérique du Sud, pardon, avec le Chili, le Brésil, euh, qui ont pu bénéficier du coup de ces données et de vraiment donc parce que si on arrive à attraper par exemple un navire pirate dans l'hémisphère sud, bon, une fois qu'on s'en est débarrassé, il sera pas non plus dans l'hémisphère nord. Donc tout l'intérêt en fait de coopérer ensemble. Avant, dans ta réponse, tu as parlé de manque de données sur les côtes africaines, je pense, comme objectif la recherche sur la biodiversité marine et tout ça. Et est-ce que il y en a des données concrètes qui seraient possibles d'obtenir à partir des satellites qu'il manque à ce moment-là? Je sais pas, par exemple, à partir de la technologie hyperspectrale ou à partir du radar ou la température de la superficie terrestre donnée par des satellites. Est-ce qu'il y a des exemples de données qui manquent à ce jour-là qui pourraient être peut-être plus facilement obtenues par des satellites que par d'autres méthodes in situ ou avec l'imagerie aérienne, etc. Euh, oui, quand on regarde vraiment avec les données donc de Earth Observation qui permettent quand même d'avoir quand même avec des moyens quand même peu chers une fois que le satellite est lancé. En coopérant, on peut avoir du coup vraiment une cartographie plus précise déjà des côtes africaines parce qu'il y en a beaucoup qui manquent au niveau de la cartographie. En tout cas, d'expérience de ce que j'ai eu en recherche de biologie marine, quand même plus axé sur vraiment les animaux marins. Euh, et en sortant même du côté de la pêche illégale, permettre aussi vraiment de pouvoir mieux situer les zones de pêche et de créer des réserves. Parce que ce qui manque en Afrique, de mon avis, je trouve, de ce que j'ai lu en tout cas dans les divers papers, c'est qu'il manque quand même cette notion de réserve naturelle qui permettrait du coup à la biodiversité de proliférer, de garder et surtout d'avoir donc des vraies réserves de pêche qui sont en ce moment, et c'est vraiment un sujet qui est important, faut qu'on l'aborde très rapidement, c'est que les réserves, les gros points de reproduction, en tout cas des poissons, commencent à être asséchés et puis les fonds sont détruits, ce qui crée en fait un cercle vicieux négatif. Euh, donc si on pouvait délimiter des zones de pêche, et ça vient avec le travail de biologistes, avec
qui vont analyser les données, donc des différents capteurs satellites et des images, et en même temps utiliser ces données satellites pour empêcher du coup tout accès des navires dans ces zones délimitées, parce que ça reste des zones théoriques, mais impossible de mettre des barrières et tant de gendarmes. Et donc, je trouve que c'est l'avantage de la technologie spatiale en règle générale, hein, pas que parler de l'Afrique, c'est que ça permet, et surtout avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça permet de limiter la main-d'œuvre et par exemple pas d'envoyer une centaine de gendarmes en bateau pour un continent aussi gros que l'Afrique, ça n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas longer toute la côte tout le temps 24 heures sur 24. Certainement, c'est sûrement l'avantage le plus grand, hein. Oui. Ce qu'on appelle la scalability et le coverage, non, en anglais, la couverture, la scalabilité. Euh, et bon, moi, j'ai deux questions de plus pour toi, mais peut-être je vais demander déjà aux gens s'ils ont des questions de les laisser dans le chat, comme ça on peut les lire à la fin. Euh, donc, une question que j'ai, c'est bon, la technologie spatiale en général, une technologie à une très forte intensité de capital, non? Donc, on a besoin de beaucoup d'argent, non, pour pouvoir lancer des satellites. C'est vrai que dans les dernières 10, bon, voire 20 ans, les coûts sont beaucoup réduits, mais ça reste toujours une tâche chère. Donc, au niveau africain, avant on parlait un peu tu disais que parfois on le met comme excuse, non, la question de l'argent, la question des coûts. Euh, ça serait quoi la manière, en suivant toujours la logique de la coopération, de pouvoir investir dans la technologie spatiale, mais sans atteindre des coûts qui sont trop hauts pour les solutions qu'on essaye de résoudre. Le problème du coup se pose plutôt un problème d'investissement, parce que dans tous les cas, donc en parlant d'économie, de façon économique stricte, c'est un coût qui va être réinvesti derrière et qui va être amorti. Par exemple, quand je parlais des 100 milliards de dollars perdus que au Ghana, imaginez donc sur la côte de l'Afrique de l'Ouest, sachant que l'Afrique a l'une des plus grands, enfin, les plus grand nombre de kilomètres en côtier. Ça, et du coup, le problème de l'investissement serait répondu en deux parties. Un, avec l'utilisation des satellites qui sont déjà existants, comme le Sentinelle-1 et 2, qui du coup ne sont pas des satellites qui ont été lancés par des agences spatiales africaines. Et deuxièmement, euh, quelque chose sur lequel on en parle assez souvent, c'est les, la coopération vraiment entre les pays africains avec diverses organisations et l'avantage du coup du continent africain, on va dire une malheureuse une bonne conséquence, mais malheureuse d'une mauvaise histoire, malheureusement. Je dis malheureusement beaucoup de fois. C'est déjà au niveau de la langue, on n'a pas une barrière de la langue. C'est des pays qui sont quand même habitués à coopérer, donc soit pour l'Afrique de l'Ouest qui majoritairement parle français, en grosse partie, et par exemple l'Afrique centrale et du Sud, auquel la plupart des pays parlent quand même très couramment anglais. Ça facilite énormément la coopération, sachant que les frontières du coup dans ces pays-là sont quand même plus floutées que, que dans d'autres pays où il y a une histoire un peu différente. Et souvent quand on parle de coopération spatiale, c'est quelque chose qui a été créé sur déjà une coopération politique. Par exemple, l'Agence spatiale européenne n'est pas étonnante quand on regarde qu'il y avait l'Union européenne. Ce qui d'ailleurs était très différent quand on regarde l'histoire des États-Unis. Il y a la NASA, ils sont beaucoup moins habitués à coopérer, mais en même temps, c'est les États-Unis qui sont en général, entre guillemets, plutôt solitaires. Et en Afrique, on a une bonne base justement je parle pas de tout l'Afrique en termes de continent, hein, bien entendu, mais en tout cas, les différents pays, comme on va dire, on va rester sur l'Afrique de l'Ouest, qui ont l'habitude de coopérer entre eux. D'accord. Et je ne veux pas dire panafricanisme non plus, parce que ça prend de plus en plus une connotation politique qui sort, donc, enfin, qui a une certaine idéologie, mais
l'idée est là, en termes d'idées, mais pas non plus de, voilà, panafricanisme, ça quand même, maintenant, ça prend un peu à partie d'un parti politique au Sénégal. En ce moment, il y a eu quand même récemment beaucoup d'émeutes et je pense que tout se mélange aussi. Mais je parle vraiment au sens propre du terme de coopération entre les pays africains. D'ailleurs, bon, en vrai, moi, je dirais que dedans l'industrie spatiale en Afrique, on a un peu cette idéologie du panafricanisme, surtout dans les 10 dernières années avec le lancement de l'Agence spatiale africaine qui a été inaugurée cette année. Bon, elle est toujours pas 100% opérationnelle, mais on espère que ça va commencer à marcher bientôt. Et on espère qu'il y aura des idées, des projets entre beaucoup de pays, non, dans l'Afrique de l'Ouest et ailleurs, pour l'économie bleue et surtout pour la question de IUU fishing. Et donc, comme dernière question, je voulais, bon, double question, on peut dire. Premièrement, si tu as quelque chose de plus à partager avec tout le monde. Et aussi, si tu aurais pas nécessairement des conseils, mais oui, peut-être, c'est ça, le mot c'est conseil. Des conseils pour les gens qui veulent un peu suivre un parcours similaire, rentrer dans l'industrie, ou pas l'industrie, mais le terrain d'économie bleue, mais plutôt du côté biodiversity, conservation des écosystèmes, environnement, euh, etc., etc. Euh, Ce qu'il faut garder à l'esprit tout d'abord, enfin, en tout cas, de ce que je trouve dans mon expérience personnelle, c'est que les sujets d'actualité, quand on parle de politique, ça reste des sujets réellement multidisciplinaires. Donc, durant notre interview, on parle autant de business que d'économie, que de géopolitique. Et d'un autre côté aussi, vraiment de matière côté plus ingénieur avec la technologie et en même temps mixé avec la biologie, de la faune et de la flore. Et du coup, pour travailler dans ce sens-là, en tout cas dans les carrières où quand on s'intéresse, c'est vraiment de se mettre à jour côté actualité. Et moi, la façon dont j'ai toujours vu les choses en termes professionnels, c'est d'être bon dans ce qu'on fait et en même temps garder un autre ouvert, de s'informer du courant, de rechercher à côté. Et on va dire le côté multidisciplinaire, ça sert à comprendre ce qu'il y a autour. Et quand on est bon dans ce domaine à soi, ça permet de faire avancer des choses et d'apporter donc son grain d'expertise. Et quand si chacun rapporte un peu sa petite brique à l'édifice, ça va seul. Et de manière concrète, je pense que c'est pour ça que je me diffère un peu et que ça étonne un peu les gens quand je parle de vétérinaire. Et moi, ça me choquait pas, en fait, de faire un master en études spatiales ou de travailler après en biologie marine, parce que vétérinaire, pour moi, ça a toujours été quelque chose, hum, on va dire, un métier scientifique de base. Et en fait, tout s'écoule, chaque discipline a forcément besoin, enfin, toutes les disciplines étant Internet connectées entre elles, au final, la biologie, elle aura toujours son sens, peu importe le sujet de conversation. Et voilà, c'est comme ça que dès que j'étais intéressée par quelque chose, j'ai regardé si je peux aller plus loin, si c'est du côté perso ou de vouloir après chercher des formations, euh, un diplôme supplémentaire ou même du bénévolat comme avec toi. Alors pourtant, travaille en canine chez un chat, ce qui n'a entre guillemets rien à voir et pourtant, j'en reste intimement convaincue que ce que je fais, si je jamais je veux vraiment basculer dans la recherche spatiale, je n'aurais pas si de mal tant que j'ai travaillé, on va dire, le développement professionnel de mon côté. Je sais pas si j'étais fouillée ou pas, mais voilà. C'est compris. Moi, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, beaucoup de fois, on ne donne pas trop d'importance à l'interdisciplinarité. Et surtout pour les jeunes, on nous dit un peu toujours d'essayer de se spécialiser, de trouver vraiment notre niche. Mais parfois, la spécialisation, c'est d'être un généraliste et de comprendre un petit peu de chaque côté du problème et de vraiment de savoir connecter les points pour trouver des solutions. Oui, bien d'accord. Bon, en tant que vétérinaire généraliste, je suis d'accord. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Alors, j'en vois pas, donc peut-être qu'Ilias, tu as posé
les Pour les questions. questions. Non, 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 mais je crois que c'était Ouais. particulièrement clair. Donc, en tout cas, merci beaucoup parce que je pense que votre parcours va en inspirer plus d'un. Et vous avez vraiment mis à l'honneur donc cette pluridisciplinarité et à quel point voilà l'innovation peut vraiment répondre à des enjeux de préservation de la biodiversité marine. Et je pense qu'on en a beaucoup appris. En tout cas, pour moi, c'était un sujet totalement nouveau. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage et pour ce bel échange. Euh, voilà, Merci. on vous félicite pour votre engagement. Donc, merci beaucoup, Meili, merci beaucoup, Ilyes. Et merci à vous tous de nous avoir rejoints sur cette première session de masterclass. Je tiens à vous rappeler qu'on se retrouve la semaine prochaine. Vous allez recevoir un mail avec un deuxième lien de connexion. Donc, la semaine prochaine, notre objectif, ce sera d'échanger et de débattre pour faire émerger 10 bonnes pratiques les 10 bonnes pratiques que nous, jeunes, pourrons recommander sur le One Ocean Summit pour préserver les océans. Donc voilà, ça sera une session de travail très interactive. Donc on espère vous y retrouver la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Passez un très bon vendredi soir et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.